l'ex-dernière otage française. Un petit bout de femme qu'on a vu sortir de l'avion, pantalon noir, basket blanche, un voile blanc sur la tête et un masque Covid oblige. Elle n'en avait pas hier à Bamako, à l'aéroport, quand elle est arrivée. Bon, ce matin, évidemment, la donne a changé. Les conditions sanitaires ont changé. Sophie Petronin, voilà, on n'a pas vu son sourire, mais on a vu ses yeux et on a vu les larmes et les yeux mouillés de sa famille ce matin sur le tarmac de Villacoublay. Accueilli par le président de la République, accueilli également par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. C'est le protocole. Alix Bouillaguet, à chaque retour d'otages français, évidemment, les autorités sont au rendez-vous. Oui, effectivement, c'est un protocole qui est maintenant dans la feuille de poste, si je puis m'exprimer ainsi, d'un président de la République. Depuis des dizaines d'années, on les voit le plus souvent sur ce tarmac de Villacoublay. François Hollande a été à plusieurs reprises, au moins 3, notamment dans les années 2013-2014. On se souvient des journalistes en Syrie. Nicolas Hénin, qui était effectivement en Syrie. On se souvient également des 4 otages qui travaillaient pour Areva. Cette fois-ci, c'était au Niger. Donc, ils avaient été libérés effectivement après plusieurs années. On se souvient aussi en 2014 de Serge Lazarevitch. Et puis, avant lui, quinquennat précédent, Nicolas Sarkozy, même chose. Ingrid Betancourt, en 2008, ça avait été un moment effectivement très fort, très intense, parce qu'elle était restée de mémoire 6 ans prisonnière, prise en otage. On se souvient également, en 2010, de Pierre Kamat. Lui, c'était au Mali. Qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. On l'a entendu tout à l'heure. Et puis aussi de nos confrères journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Ça, c'était en 2011. Et ils étaient effectivement séquestrés, eux, en Afghanistan. Jacques Chirac, c'est la même chose. Là aussi, beaucoup de confrères, beaucoup de journalistes, parce que c'est vrai que c'est souvent des cibles privilégiées comme les humanitaires. Exactement. Donc, à la fois 2004-2005, Florence Aubenas, et puis Georges Malbruno et Christian Chesneau. Tous les 3 étaient effectivement détenus en Irak. Pour Emmanuel Macron, pardonnez-moi, je n'ai pas le souvenir, c'est sa première libération d'otage. Deuxième, je crois. Deuxième, c'est ça ? Deuxième, me semble-t-il. Il avait assisté au retour en France de touristes qui avaient été pris en otage. Au Bénin, voilà. Oui, voilà. Donc c'est la deuxième fois pour Emmanuel Macron qu'il y a une libération d'otages sous son quinquennat. Mais celle-ci a un dénouement plus heureux pour l'instant. En tout cas, on le souhaite, puisque la libération des touristes au Bénin s'était quand même soldée par la mort de 2 soldats des forces spéciales. Donc, il y avait aussi pendant l'intervention qui avaient été rapatriés. Donc, c'était plus tragique comme circonstance. Évidemment. Diagalé Bagayoko, quelle est la situation aujourd'hui là, au Mali, au Sahel, qui explique cette libération actuelle, alors que pendant 4 ans, les tractations n'ont pas pu aboutir. Quelle est la situation exacte aujourd'hui ? Je pense qu'il est très important d'inscrire cette libération de Sophie Petronin dans le cadre des relations de pouvoir sur la scène malienne elle-même. Il semble vraiment que cette libération a pu intervenir dans la foulée de celle de Soumaïla Cissé, qui est le leader de l'opposition, qui a été enlevé au mois de mars en pleine campagne électorale. Et on s'aperçoit que cette problématique de la négociation autour de la libération de Soumaïla Cissé s'inscrit elle-même plus largement dans la question de savoir si les autorités maliennes doivent poursuivre des pourparlers avec certains des leaders djihadistes. Parce qu'il est très important de comprendre qu'il y a des différences entre les différents groupes djihadistes ou terroristes, selon l'appellation. Oui, il y a de la concurrence même.
de la concurrence, de la guerre, même depuis le début de l'été. Donc le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda combat de manière extrêmement féroce les combattants de l'État islamique au Grand Sahara, donc affilié à l'État islamique, et plutôt au bénéfice donc de ce groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Et je rappelle simplement très brièvement que le IGS, qui est combattu par le groupe d'Al-Qaïda, a été ciblé par le sommet de Pau en janvier et par la France et ses partenaires sahéliens comme la cible désormais de l'opération Barkhane. Donc il sera intéressant de voir dans quelle mesure les rapports entre ces deux groupes vont se modifier ou pas sur le terrain. Alix. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre la libération de Sophie Petronin aujourd'hui et en fait l'accélération du dossier avec cette histoire de Soumaïla Cissé? Est-ce que ça a été ça le déclencheur qui fait que tout d'un coup, les autorités maliennes ont pris le sujet à bras-le-corps depuis le coup d'État? Il semble y avoir eu une fenêtre d'opportunité, en effet, avec l'accélération de la libération de Soumaïla Cissé. Et manifestement, il a été décidé que Sophie Petronin, mais également les deux otages italiens, bénéficieraient également d'une libération. Un prêtre et un jeune Italien donc, qui ont été libérés, qui n'étaient pas dans l'avion avec Sophie Petronin. Leur rapatriement, on imagine, en Italie va se faire dans les heures qui viennent, si ce n'est pas déjà fait. Nous n'avons pas ces informations pour le moment. Juste pour qu'on soit clair, ce qui se joue au Sahel, ce terrorisme au Sahel, c'est une conquête de terres agricoles, de territoires. Qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, même si aujourd'hui on est vraiment dans la problématique des groupes djihadistes présents au Sahel, il faut vraiment comprendre que la situation sécuritaire ne peut absolument pas être résumée à la lutte antiterroriste ou à l'influence des groupes terroristes. Vous mentionnez les questions de terre. Il faut savoir qu'en effet, la compétition autour de l'accès aux ressources pastorales, agricoles, est au cœur de nombreux enjeux, mais qui ne mobilisent pas nécessairement les groupes djihadistes. Les conflits entre groupes communautaires, les milices et groupes d'autodéfense communautarisés qui ont été mis en place, les exactions également commises par un certain nombre d'unités des forces de défense et de sécurité, ou encore la criminalité organisée à travers des trafics de drogue, notamment, ou d'autres biens, sont partie intégrante de l'environnement stratégique. Donc je pense qu'il est absolument essentiel de ne pas limiter l'analyse, la perspective à la seule lutte antiterroriste. Alors que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian sont toujours avec Sophie Petronin et sa famille dans les salons de cet aéroport de Villacoublay. L'aéroport de Villacoublay, situé en région parisienne dans le département des Yvelines, qui accueille régulièrement le retour des ex-otages. Passage obligé pour ces anciens otages qui retrouvent la liberté et qui retrouvent leur famille et qui sont face aussi à la presse, aux nombreuses caméras. C'est ce que nous disait l'ancien otage tout à l'heure, détenu au Mali pendant 89 jours, Pierre Kamat, qui avait peur de les retrouver, cette famille. Il culpabilisait. Là, la culpabilité, elle en a parlé, Marianne, dès son retour à la liberté hier à Bamako. Ça a été ses premiers mots. Elle a dit pardon, en fait. Elle a dit pardon à son fils de lui avoir fait vivre cette épreuve si dure. C'est drôle parce que les rôles sont un peu inversés. C'est elle qui a été otage. Alors évidemment, lui s'est battu. Mais voilà, elle s'est excusée. Il y a cette culpabilité chez les otages. Pierre Kamat nous le disait. Sophie Petronin l'a dit aussi hier. C'est assez touchant. Et d'ailleurs, son fils, Sébastien Chadeau-Petronin, lui a dit devant les caméras, je vais faire attention à tes déplacements maintenant. Je vais te surveiller. Tu n'iras pas là où tu veux aller, elle qui veut rentrer au Mali. Oui, c'est ça. C'est qu'elle était encore sur le sol malien, qu'elle pensait déjà y revenir. C'est vrai qu'elle est très attachée à son institution humanitaire, là où elle aide effectivement les enfants. Et donc, elle voulait s'assurer que tout avait bien continué en son absence. Mais je ne suis pas certaine qu'effectivement, son fils la laisse repartir
aussi vite. Moi, ce qui Elle m'intéresse... y retournera, c'est sûr. Oui, elle Vu y son retournera. caractère, elle va y retourner. Ce qui m'intéresserait, c'est d'être une petite souris entre Sébastien Chadeau, donc le fils de Sophie Pétronin, et Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que la relation n'a pas toujours été tendre du point de vue du fils, qui s'est souvent et dit souvent senti seul, un peu laissé à l'abandon par la France, et puis qui est allé de ses initiatives pour retourner, essayer de même, comme une enquête policière, retourner seul au Mali pour essayer de retrouver la trace de sa mère. On sait que quand on a su qu'il y aurait peut-être une libération dans les jours à venir, il a eu l'initiative, là encore, tout seul, de repartir directement là-bas pour être sur place. Donc je ne sais pas si ce genre de discussion aura lieu, ce genre d'échange aura lieu entre lui et Emmanuel Macron. Mais on a senti au cours de toutes ces années qu'il pensait que la France n'en avait pas fait assez. Après, c'est vrai que c'est une arme à double tranchant. On médiatise un enlèvement, on fait aussi monter les enchères. Donc c'est vrai que la France a plutôt tendance à vouloir gérer les choses tranquillement et plutôt dans l'ombre qu'en pleine lumière. Emmanuel Macron qui va s'exprimer dans quelques minutes. Jean Chamoulot, vous êtes toujours à l'aéroport de Villacoublay. On attend la prise de parole du président de la République. Oui, absolument, un protocole un petit peu chamboulé, puisque le président de la République devait s'exprimer à 12h50, mais pour l'heure, le temps est à l'émotion et au recueillement pour Sophie Pétronin. Vous l'avez vu en direct sur notre antenne, sa famille est venue l'accueillir ici au tarmac de Villacoublay. Ils ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de câlins à se faire. 4 ans de séparation, c'est long, très long même. Alors on ne sait pas à quelle heure Emmanuel Macron devrait prendre la parole. On ne sait pas non plus si Sophie Pétronin sera à ses côtés. Elle l'a dit hier à notre micro, elle n'a qu'une envie, c'est retrouver sa famille, se requinquer physiquement, aller faire un tour chez le dentiste pour réparer ses 4 dents qu'elle a perdues pendant sa détention. Une Sophie Pétronin émue, vous l'avez vu à l'arrivée ici à Paris, donc un protocole chamboulé. Ce que l'on sait, c'est qu'elle devra subir des examens médicaux ensuite, une fois que ce protocole républicain sera terminé. Et puis, de ce que l'on sait aussi, elle voudra ensuite couper son téléphone portable pour s'accorder un moment d'intimité avec sa famille, un moment d'intimité mérité, donc après 4 ans de détention. Merci Jean. Effectivement, le président de la République qui doit prendre la parole dans quelques minutes. Il est toujours auprès de Sophie Pétronin. Cette libération qui a suscité évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, mais aussi quelques interrogations. Les réactions politiques, Alix Bouilléguet, le ton ce matin, c'est plutôt c'est vrai qu'en général, il y a toujours... la paix des braves, comme on dit dans le monde politique, quand on a une telle libération. C'est vrai que l'heure est plutôt à la joie de retrouver une compatriote sur le sol français. Après, il y a toujours ces interrogations sur les tractations, ces fameuses négociations. Marine Le Pen, ce matin, s'interrogeait en disant, on sait qu'il y a eu des négociations, qui a-t-on libéré, comment tout cela s'est passé. Mais c'est vrai que ce sont des questions dont on n'aura probablement jamais la vérité. Et ça fait partie, on va dire, du process classique, souterrain des autorités françaises qui n'ont pas exposé effectivement leur doctrine en la matière. Et avant même l'intervention de Marine Le Pen ce matin, Gabriel Attal avait déjà répondu pour le gouvernement. Oui, alors ils ont une stratégie qui est claire et simple, c'est qu'ils renvoient la balle aux autorités maliennes, puisque les négociations ont été menées par les autorités maliennes et qu'après, c'est une manière pour eux de se dégager de ce qui a pu être fait par les autorités maliennes. Seul compte le résultat, en l'occurrence. Allez, on va revoir à 1h15 sur France Info. Merci d'être avec nous sur le canal 27. Ces images pleines d'émotions, c'était un peu avant 13h tout à l'heure en direct, la sortie de l'avion de Sophie Pétronin, enlacée, entourée par son fils, par ses neveux qui étaient arrivés de Bordeaux pour la plupart ce matin en TGV avec Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian à l'écart, laissant l'émotion poindre pour cette famille de nouveau enfin réunie après 4 années de séparation, 4 années d'angoisse, spécialement pour celui qui tient la famille, là, le fils Sébastien Chadeau Pétronin qui s'est battu
toutes ces années pour faire revenir sa maman. Il y avait beaucoup d'émotions à Bamako hier soir. Vous l'avez vu dans nos différents reportages depuis hier soir, le 23h, la matinale de France Info ce matin, et ce matin également avec Marianne Théoler et Alix Bouillaguet. On vous fait vivre ces moments-là. Il y avait beaucoup d'émotions. Et il doit y en avoir encore là dans le salon où l'on parle entre l'ex-otage et puis sa famille et les officiels. On l'imagine évidemment. Après, la suite c'est quoi? C'est que Sophie Petronin, si ce n'a pas déjà été fait, elle va être débriefée en longueur par les agents du renseignement extérieur. Et puis, je me retourne vers vous, Niagale Bagayoko. Il va falloir aussi en savoir plus sur les ravisseurs, donc de Sophie Petronin, et puis aussi sur le profil de ces prisonniers qui ont été libérés au Mali. Une centaine d'hommes, près de 200, alors pas tous des djihadistes, mais il va falloir savoir à qui on a affaire là aussi. C'est une question absolument centrale. En effet, il est important de distinguer parmi les différents profils, effectivement, puisque parmi les personnes qui avaient été interpellées, il y en a certaines qui apportaient un soutien logistique, d'autres qui fournissaient du renseignement. À l'évidence, elles n'étaient pas toutes parmi les effectifs combattants. Mais il semble qu'il y a également, parmi les personnes libérées, des pièces beaucoup plus maîtresses dans le dispositif du groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Et donc, effectivement, certaines semblent avoir participé à des attentats à Bamako ou à Ouagadougou. Donc, qu'en sera-t-il? La question de la reconstitution de certaines entités, comme par exemple le groupe Al-Morabitoun, qui fait partie à l'origine des groupes fondateurs de ce groupe affilié à Al-Qaïda, va se poser également. Donc, c'est en effet une question absolument majeure. C'est pas un peu schizophrène pour le gouvernement français, finalement, de libérer un compatriote, mais en même temps de laisser à nouveau s'échapper dans la nature des djihadistes et des hommes que la France combat sur le terrain? Que la France combat, que la France a interpellé pour certains également. Ce qui frappe dans ce cas présent, c'est vraiment le volume de combattants ou de personnes affiliées à ces groupes qui ont été libérées. On parle d'effectifs allant jusqu'à 206 personnes. Donc c'est effectivement énorme. Qu'il y ait des négociations, des échanges de prisonniers, c'est relativement classique. Mais là, c'est vrai que le volume est énorme et qu'il y a clairement une victoire politique aussi qu'il faut voir du côté du groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, et particulièrement de son chef, Yad Ghali. Il faut se rendre compte que cet homme est une figure centrale de la scène politique malienne, de la scène politique rebelle, puis de la scène politique djihadiste, et qu'il se montre une fois de plus incontournable. Dès sa libération, Sophie Petronin ne s'est pas montrée en colère vis-à-vis de ses anciens ravisseurs. Et on vous propose de réécouter ses premiers mots. C'était hier soir à Bamako. J'étais sûre, au fond de moi, j'ai toujours été sûre et certaine que je retournerais, que je ne mourrais pas entre les deux. Et je me suis dit, surtout n'accorde pas d'importance à la mort, parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera. Alors, tu t'en fous. Vas-y, tiens bon, accroche-toi, fais ce qu'il a dit. C'est lui qui l'avait dit dans une vidéo. Accroche-toi, tiens bon. Et ben, c'est ce que j'ai fait, mon fils. Faire quoi avec votre fils? Le voir, c'est tout. Le voir, le regarder, lui dire « Pardonne-moi, je t'ai donné beaucoup de peine, des soucis, du travail pour m'aider à sortir de là où j'étais. » Mais je savais que c'était un battant, parce que depuis tout petit, il a fait ça depuis tout petit, des choses incroyables. Il a fait... Je savais qu'il était là. Mais comment vous saviez? Par des vidéos et des messages que me transmettaient des officiels des groupes d'opposition armée. En me disant, Sébastien, remue ciel et terre,
Voilà, on m'a donné des petites informations comme ça. Et chaque fois, j'ai dit, oui, je sais. Il n'y a pas de colère De colère ce soir contre tout ce que qui? vous avez vécu. Non. Ça va me faire du mal d'avoir la colère. Non. Vous êtes Et moi, contente de rentrer en France ou en Suisse, j'imagine? Oui, je vais aller en France, en Suisse, et après, je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici. Au Mali? Mais oui. Mais Elle est incroyable. non. Vous prenez un engagement. Moi, j'ai pris l'engagement pour les enfants. Ça fait presque 4 ans que je n'ai pas vu comment se déroulent les programmes. Or, les financements continuent, il a pris ma place, donc on me rassure, et c'est mon fils, donc j'y crois, que tout va bien. Mais il faut quand même que j'aille jeter un œil juste et les saluer, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Voilà, la dernière otage française, Sophie Pétronin, libérée hier, pleine de vie, pleine de caractère. On le comprend à travers les premiers mots qu'elle a prononcés dès sa libération. Elle discute en ce moment même avec le président de la République, avec Emmanuel Macron, avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et puis évidemment toute la famille. On les a vus réunis, enlacés au pied de l'avion. Ils ont fait le voyage depuis Bordeaux pour une grande partie d'entre eux. Ils ont pris le TGV ce matin, le premier, et nos reporters les ont cueillis à la sortie du TGV à Gare Montparnasse à Paris. Et ils étaient encore sur leur nuage, ils n'en revenaient pas. C'est vrai que c'est tout frais, ça date d'hier soir. L'annonce officielle, en tout cas, a été faite vers 9h30. Alix, vous le disiez, on aimerait bien être une petite souris. Est-ce que Sébastien Chadeau-Pétronin, qui s'est battu pendant près de 4 ans, qui s'est souvent senti seul, abandonné par les autorités françaises, est-ce que là, il en a parlé avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est en train de lui en parler? Est-ce que c'est au cœur des discussions? On aimerait bien le savoir, en tout cas. Moi, j'imagine qu'il ne pourra pas garder ça sur le cœur. Donc, forcément, cette histoire qu'il a vécue dans sa chair, dans certaines formes de solitude, forcément, je pense qu'il s'en ouvrira au chef de l'État. Puis c'est vrai que c'est le moment propice pour le faire. Là, ils sont tous ensemble. Donc, il y a naturellement les retrouvailles avec la famille, mais il y a aussi les apartés, on va dire, plus politiques. Oui, ce qui est troublant, c'est le fait de se dire qu'effectivement, il affirme lui-même qu'il n'a pas été prévenu par les autorités françaises de la libération de sa maman, mais par, effectivement, les autorités maliennes, mais ce qui correspond néanmoins au schéma et à la répartition des tâches, c'est vraiment les autorités maliennes qui étaient au premier plan et paradoxalement la France qui était au second plan. Ça a mis un petit peu de temps parce que la libération de Sophie Pétronin, on en parle dans les rédactions depuis déjà 3 jours. Pourquoi ça met autant de temps? Je ne sais pas si je m'adresse à vous, Nyakele Bakayoko, ou à vous, Alix Bouillaguet. Il y a des raisons logistiques, politiques? Les deux, les vols entre les différents sites impliqués, entre Thessalie notamment et Bamako, ne sont pas forcément évidents d'un point de vue technique. Il y a eu de la pluie notamment. Mais par ailleurs, c'est politique aussi, puisqu'il semble que l'une des parties des engagements de l'accord était de laisser le temps aux personnes libérées de rejoindre les lieux qu'elles voulaient rejoindre. Donc ça prend du temps, on est dans des zones accidentées, désertiques, donc il a fallu leur laisser ce temps-là. Il apparaît également que certains États partenaires du Mali, notamment les États-Unis, se seraient opposés à la libération de certains des combattants figurant sur la liste. Donc il y a aussi des éléments diplomatiques qui ont pu entrer en ligne de compte. L'Algérie aussi, peut-être, ça s'est passé à la frontière algérienne. C'est un mécano un peu parfois géostratégique, géopolitique, où chaque pays peut avoir son mot à dire en disant celui-là, vous le libérez, mais pas celui-là. Oui, le casting est important. Oui, donc forcément, chaque petit grain de sable, c'est 1 heure, 2 heures, 24 heures dans des incertitudes, avec des deals qui peuvent se défaire aussi vite qu'ils se sont faits.
Et au bout de ces tractations, de ces longues négociations, donc la libération de Sophie Petronin. Jean Chamoulot, vous êtes toujours à l'aéroport de Villacoublay où on attend la prise de parole du président de la République. Qu'est-ce qui attend l'ex-otage française maintenant dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Il lui attend un programme assez chargé puisque Sophie Petronin devra passer 2 visites médicales pour s'assurer que son état de santé est bon, que le voyage ne l'a pas perturbé. Ensuite, elle aura ce fameux débriefing avec les hommes de la DGSE pour qu'elle retrace le parcours de sa prise d'otage, ses 4 ans de détention, qu'elle donne aussi les informations sur qui étaient ces preneurs d'otages. Ensuite, Sophie Petronin l'a dit à nos caméras, elle n'a qu'une envie, c'est repartir à Gao. Je me remets au boulot, dit-elle, hâte de reprendre une activité qui était celle de ma vie, s'occuper des autres. Une déclaration avec son fils à côté de lui qui a réfréné un peu ses ardeurs en lui disant tu n'iras pas où tu veux, mais signe qu'après ces 4 ans de détention, Sophie Petronin n'a rien perdu de son engagement, rien perdu de sa motivation, de son engagement qui est le sien, c'est-à-dire un engagement au service des autres. Mais pour le moment, Sophie Petronin continue de s'entretenir avec sa famille. Ils ont beaucoup de choses à se dire après 4 ans de séparation. Emmanuel Macron est aussi avec eux pour le moment. Ensuite, il y aura un petit moment protocolaire où ils échangeront un déjeuner. Et puis donc, Sophie Petronin devra passer 2 visites médicales aujourd'hui. Merci Jean. Niagale Bagayoko, que faisait Sophie Petronin au Mali Elle était à la tête d'une petite ONG, elle venait en aide aux enfants. Elle venait en aide aux enfants malnutris et notamment aux orphelins dans le cadre de programmes soutenus par de grandes institutions internationales, notamment par l'Union européenne. Donc elle menait une action particulièrement reconnue, y compris de la part des populations. Ce qu'il faut mesurer, c'est que c'était une personne qui était très bien insérée dans son environnement à Gao. Et d'où oui, c'est choc. C'est la raison pour laquelle elle vivait tranquillement il y a 4 ans, juste avant Noël en 2016, absolument, quand elle a été enlevée. Absolument, d'où le choc de son enlèvement. Et je pense que c'est ici l'occasion de saluer tous ces personnels, toutes ces personnes qui dédient leur vie dans un dévouement et une abnégation assez totale pour les autres. Je pense qu'on ne peut pas vraiment faire le lien avec des touristes qui sont enlevés. Ce sont des personnes qui prennent des risques sciemment et qui se mettent au service des autres. Et il faut rappeler ici les principes de l'action humanitaire qui justement se veut absolument neutre et impartial, quelle que soit la situation politique. C'était extrêmement important de le rappeler. Il y en a d'autres encore aujourd'hui, malgré la situation très, très compliquée dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, des Sophie Petronin, des hommes et des femmes qui sont à la tête d'ONG plus ou moins importantes, où la situation a fait que, eh bien, ils ont quitté, fui le pays progressivement. Alors, il y a bien sûr beaucoup de personnel humanitaire étranger, mais également local, pas seulement déployé dans le cadre d'organisations non gouvernementales. Il y a aussi les acteurs onusiens, notamment le Haut-Commissariat aux réfugiés. Il y a le rôle de l'Union européenne aussi, dont certains agents interviennent dans le cadre d'interventions humanitaires. Et donc, je pense qu'il est extrêmement important de saluer ces personnels dont on a vu qu'ils peuvent aussi payer un prix très lourd à l'occasion de l'attentat sanglant de Kouré qui a eu lieu cet été. Voilà, Emmanuel Macron qui s'entretient toujours avec Sophie Petronin, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et il y a toujours sa famille, Sophie Petronin, qui est autour d'elle, qui l'entoure depuis son arrivée ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Image très émouvante que vous avez sans doute vécue avec nous sur France Info, sur le canal 27. Le président de la République qui doit s'exprimer dans quelques minutes, mais il a souvent du retard, le président de la République. Oui, puis là, les circonstances sont particulières, il y a beaucoup d'émotions, donc on laisse aussi un peu tranquille la famille, on ne s'impose pas. Est-ce que Sophie Petronin va prononcer quelques mots aussi aux journalistes ? Peut-être que c'est en négociation en ce moment. J'ai une question alors très terre-à-terre, très politique, Alix Bouyaguet, à vous poser, mais est-ce que c'est bon pour un président ? En l'occurrence, est-ce que c'est bon pour Emmanuel Macron quand on libère comme ça un otage ? Alors,
Dans les faits, Sur l'opinion, hein. sur l'opinion, ce n'est pas extrêmement payant. C'est-à-dire qu'à la fois, François Hollande, en 2013, lorsqu'il y a eu justement la libération de ces otages qui travaillaient pour Areva, euh, qui avait été une opération compliquée. En fait, le président n'a pas du tout eu de rebond, on va dire, de popularité. Idem pour Nicolas Sarkozy, même avec Ingrid Betancourt, qui avait été vraiment une sacrée histoire. 6 ans en Colombie, otage des FARC, et puis figure un peu connue des Français, populaire. Effectivement, il n'y avait pas eu non plus d'impact sur la popularité. Donc, on va dire que c'est bon pour la nation, c'est bon pour les personnes qu'on libère, mais pour la communication de l'Élysée, c'est pas forcément quelque chose qui va s'avérer payant. D'autant que la France est engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, 5000 militaires français et des pertes lourdes. Hein. On en parle ici régulièrement, des militaires français qui sont malheureusement tués dans ces combats. Niagalé Bakayoko, justement, l'avenir de l'opération Barkhane est remis en cause par ces libérations ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est que le cycle de négociation dans lequel on s'est engagé, clairement, à la faveur de cet échange entre ces otages et ces prisonniers, interroge sur les objectifs fixés à l'opération Barkhane, qui sont de lutter contre les terroristes. Il va falloir considérer le fait de savoir si la cible de cette opération va demeurer concentrée sur l'État islamique au Grand Sahara, qui est la branche sahélienne, en fait, de l'État islamique, dans sa partie sahélienne, puisqu'il y a quand même une branche du côté du lac Tchad, également, qu'on appelle généralement Boko Haram, groupe qui n'existe plus en tant que tel aujourd'hui, c'est important de le rappeler. La question vraiment de savoir aussi si il va y avoir une possibilité d'utiliser la rivalité entre les groupes affiliés à l'État islamique et ceux affiliés à Al-Qaïda au profit justement de cette intervention française qui ne se fait pas de manière isolée. Il est important de le rappeler, elle se fait dans le cadre d'une coalition internationale pour le Sahel. Le G5 Sahel, qui implique notamment le G5 Sahel en son sein, puisque c'est la dernière innovation qui a été consacrée au sommet de Nouakchott, la mise en place de cette coalition internationale pour le Sahel. Mais on sait que l'opinion sur place, l'opinion malienne n'est pas forcément très favorable à cette opération Barkhane. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en France. On la comprend mal peut-être en France, cette opération Barkhane là-bas. Oui, c'est sûr que c'est une opération qui est lointaine et dont on ne ressent pas quotidiennement, on va dire, l'impact en France. Sauf qu'elle nous protège, elle a beau être loin, elle nous protège. Mais c'est vrai que c'est un message que le gouvernement a parfois, doit renouveler pour pouvoir faire de la pédagogie, expliquer que c'est comme une protection sur ce qui pourrait se passer dans les rues de nos villes. Emmanuel Macron va sûrement aborder ce thème-là dans son intervention. Lien d'ailleurs qui n'est pas avéré. C'est d'ailleurs une des difficultés au niveau européen pour convaincre nos partenaires de s'engager davantage au Mali. La plupart d'entre eux ne sont pas convaincus du lien qui est fait entre sécurité intérieure du territoire européen et sécurité au Sahel. Jusqu'ici, à part à la faveur de l'attentat ou la tentative d'attentat qui avait eu lieu à Colombes, où la personne mise en cause s'est prévalue justement du chef du groupe État islamique au Grand Sahara, il n'y a pas de lien avéré entre des menaces pesant directement sur le territoire français et ce qui se produit au Sahel. La situation est quand même relativement différente de ce qui a prévalu dans le cadre de l'Irak ou de la Syrie. Donc je pense que c'est très important de se rendre compte
que la situation relève de ce qu'on peut appeler du glocal, comme le disent certains de mes collègues, par exemple Mathieu Pellerin, qui analyse ça extrêmement bien, en démontrant que les dynamiques locales, vraiment, qui mettent en cause des acteurs coutumiers, traditionnels, des acteurs également impliqués dans la gestion des ressources, etc., est extrêmement important, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des liens avec les grandes filiales. Mais en tout cas, il faut mesurer et nuancer le lien qui est fait entre sécurité intérieure française et situation au Sahel. Du local et du global, et au milieu donc Sophie Pétronin qui est libre, dont l'avion est arrivé, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay il y a un peu plus d'une heure maintenant. Tout à l'heure était avec nous Pierre Kamat qui fut otage au Mali en 2009-2010. Il nous expliquait comment lui avait vécu ces dernières heures avant de recouvrer la liberté, de retrouver sa famille. Il y avait beaucoup d'appréhension, nous disait-il. Au moment d'arriver sur le sol français, d'abord on regarde par le hublot pour retrouver sa terre, son pays, et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait très bien qu'il va y avoir des journalistes. On sait très bien qu'on va, être soumis encore à des tas de questions. Et donc, pour ma part, j'éprouvais déjà un sentiment de culpabilité par rapport à la famille que j'allais retrouver, parce que j'avais conscience qu'ils avaient dû souffrir de mon absence et de ce qui m'était arrivé. Et donc, d'ailleurs, je suis sorti le dernier de l'avion quand ça s'est passé, parce que je souhaitais retarder le plus possible ce moment que j'allais affronter. Quand je suis descendu de l'avion à Villacoublay, il n'y avait aucun journaliste qui était là, ils étaient tous retenus à l'extérieur. Ce qui fait que quand j'ai pu retrouver ma famille et mes proches, il n'y a eu aucune photo, aucun film qui a été fait. C'était de l'ordre du privé. Ensuite, j'ai gagné bien sûr le salon d'honneur, où on a passé un moment, et ensuite simplement les journalistes ont pu rejoindre les abords de l'avion, et c'est là où je suis allé les rencontrer. Et donc j'ai répondu à 2-3 questions parce que j'étais déjà fatigué. Depuis ma libération, il faut dire que je n'avais quasiment pas dormi depuis presque 48 heures. Donc sorti du désert et se retrouver face à une meute de journalistes qui vous harcèlent de questions, c'est quelque chose qui est pas forcément toujours évident, quoi. On n'est pas préparé à ça. Au moment d'arriver sur le sol français, d'abord on regarde par le hublot pour retrouver sa terre, son pays, et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait très bien qu'il va y avoir des journalistes. On sait très bien qu'on va, être soumis encore à des tas de questions. Et donc, pour ma part, j'éprouvais déjà un sentiment de culpabilité par rapport à la famille que j'allais retrouver, parce que j'avais conscience qu'ils avaient dû souffrir de mon absence et de ce qui m'était arrivé. Et donc, d'ailleurs, je suis sorti le dernier de l'avion quand ça s'est passé, parce que je souhaitais retarder le plus possible ce moment que j'allais affronter. Quand je suis descendu de l'avion à Villacoublay, il n'y avait aucun journaliste qui était là, ils étaient tous retenus à l'extérieur. Ce qui fait que quand j'ai pu retrouver ma famille et mes proches, il n'y a eu aucune photo, aucun film qui a été fait. C'était de l'ordre du privé. Ensuite, j'ai gagné bien sûr le salon d'honneur, où on a passé un moment, et ensuite simplement les journalistes ont pu rejoindre les abords de l'avion, et c'est là où je suis allé les rencontrer. Et donc j'ai répondu à 2-3 questions parce que j'étais déjà fatigué. Depuis ma libération, il faut dire que je n'avais quasiment pas dormi depuis presque 48 heures. Donc sorti du désert et se retrouver
face à une meute de journalistes qui vous harcèlent de questions, c'est quelque chose qui est pas forcément toujours évident, quoi. On n'est pas préparé à ça. Au moment d'arriver sur le sol français, d'abord on regarde par le hublot pour retrouver sa terre, son pays, et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait très bien qu'il va y avoir des journalistes, on sait très bien qu'on va, être soumis encore à des tas de questions, et donc pour ma part, j'éprouvais déjà un sentiment de culpabilité par rapport à la famille. Voilà, sentiment que de j'allais culpabilité, nous disait Pierre Kamat, ex-otage au Mali. Il était avec nous en direct tout à l'heure. Il disait qu'il n'avait pas dormi pendant de très nombreuses heures après sa libération. Apparemment, Sophie Petronin, elle, a dormi, a mieux dormi. Une chambre lui avait été réservée à l'ambassade de France à Bamako, là où l'attendait également son fils. Vous avez vu ces retrouvailles hier soir à Bamako, ces retrouvailles aussi ce matin avec sa famille. Bouge, en tout cas, ça bouge ce matin. Là, il y a des personnalités qui sortent du salon d'honneur de la base aérienne de Villacoublay. Est-ce que le président de la République va sortir dans quelques instants? C'est fort possible. Voilà, la famille de Sophie Petronin qui l'a accueillie ce matin, qui est venue notamment de Bordeaux et qui, depuis maintenant de longues minutes, est aux côtés de l'ex-otage, l'ex-dernière otage française libérée depuis hier. Elle discute, Sophie Petronin, depuis un long moment maintenant avec le président de la République, avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, avec ses proches surtout, et Emmanuel Macron qui doit s'exprimer. Emmanuel Macron qui lui a parlé à Sophie Petronin très rapidement hier au téléphone et qui va prendre la parole beaucoup plus officiellement maintenant. Oui, hier, il lui aurait dit qu'elle était increvable, Sophie Petronin. Je ne sais pas s'il va reparler, redonner ce mot-là devant les journalistes dans quelques instants. Il vient de sortir avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Donc on attend sa prise de parole. On ne voit pas Sophie Petronin. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne va pas s'exprimer ? C'est vrai que c'est un choix personnel, hein. Certains otages ont besoin, effectivement, aussitôt touché le sol français, d'être dans le partage, comme on dit. D'autres, pas du tout. On l'a souvent remarqué, d'ailleurs, quand il y a des libérations d'otages groupés. Hein. Certains, ont envie d'affronter les médias, et puis d'autres, au contraire, se tiennent plutôt en retrait. Chacun trouve un petit peu son mode opératoire, hein, pour le coup. Après, c'est vrai que cette Sophie Petronin, elle a des ressources, hein, et même quand elle évoquait sa détention en parlant d'une forme de retraite spirituelle, ça démontre quand même une grande force de caractère, une grande richesse intérieure. Et puis, je pense que ce qui l'a sans doute beaucoup soutenu, c'est le fait de pouvoir avoir de temps en temps écouté les messages que lui envoyait son fils. Oui, parce qu'elle écoutait la radio. Elle pouvait écouter la radio. Ses ravisseurs lui laissaient écouter la radio, notamment RFI, a-t-elle dit. Voilà, donc de temps à autre, elle entendait son fils par radio interposée lui dire de tenir bon. Et je pense que ça doit être effectivement très rassurant, très régénérant de pouvoir comme ça entendre une voix familière et un message intime comme ça. Négalé Bakayoko, c'est important, RFI, Radio France Internationale en Afrique, pas seulement quand on est otage, mais c'est un moyen d'avoir des informations depuis la France, des informations plus libres que certaines informations sur place. Depuis la France, mais aussi depuis les pays africains eux-mêmes, puisqu'il y a de très nombreux correspondants d'RFI qui sont sur le terrain et qui connaissent particulièrement bien les situations sociopolitiques. Il n'y a pas que des journalistes français qui travaillent pour RFI, et il y a des journalistes de chaque pays, et il est en effet essentiel de rappeler le rôle que joue cette radio. Elle a rendu hommage tous les vendredis matins pour rappeler
rappeler la captivité de Sophie Petronin. Et en effet, c'est une radio qui est extrêmement écoutée dans les pays d'Afrique francophone et qui fait un travail de fond qu'il convient de saluer. Et l'on salue effectivement à cette occasion tous nos confrères de RFI à travers le monde, à RFI qui mène un formidable travail. Emmanuel Macron qui est sorti sans Sophie Petronin et qui ne s'exprimera peut-être pas d'ailleurs. C'est l'information que nous donne un de nos envoyés spéciaux à Villacoublay, Arnaud Comte. Ce n'est donc plus prévu qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Voilà, ils ont tranché la question, manifestement, pendant cette pause. Il ne parlera pas ce matin, ce midi, selon nos dernières informations. Et ça, c'est assez original, hein, puisqu'on est habitué, Alix, à entendre les présidents de la République, qu'ils furent François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, lors de ces moments toujours forts de la nation avec la libération d'otages français. Il s'exprimait généralement. Là, oui. Emmanuel Macron prend une fois encore le contre-pied. Oui, c'est vrai qu'en général, les présidents français qui sont comme ça, qui accueillent des otages, ne boudent pas leur plaisir. Hein. Là, c'est vrai que c'est assez surprenant. J'imagine que c'est un choix commun à la famille, à la fois à l'Élysée, peut-être pour laisser justement peut-être la famille en premier plan, pouvoir s'exprimer et s'adresser aux médias. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Qui est en train de se passer. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron accueille des anciens otages de retour en France. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Il y avait eu les 2 touristes libérés au Burkina Faso. C'était en mai 2019. Mais comme nous le disait Niéguélé Bagayoko tout à l'heure, les conditions de libération n'avaient pas été les mêmes, hein, puisque des militaires français avaient été tués. Oui, il faut dire aussi, Alix, que voilà, Emmanuel Macron qui s'en va donc de la base aérienne de Villacoublay. Il faut dire aussi que la position, le message pour la France, il est un petit peu compliqué parce que il y a cette libération heureuse de Sophie Petronin, mais d'un autre côté, il y a la libération de prisonniers dont certains sont djihadistes. On parle de 206 hommes. Oui, c'est ça la difficulté. Hein. C'est cette contrepartie qu'il y a eu. Gérée effectivement par les autorités maliennes, mais j'imagine entérinée forcément par un petit bout de France, qui est la libération de ces djihadistes. Et c'est vrai que ça met un peu en porte-à-faux la politique menée par la France sur le terrain là-bas. Donc, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'Emmanuel Macron a choisi de se mettre en retrait pour éviter éventuellement des questions qui auraient été inévitables, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est par, on va dire, courtoisie et laisser à la star du jour, Sophie Petronin, le droit d'être seule face à la presse, je ne sais pas. En tout cas, nous, on les a posé, les questions sur le dessous des cartes, le dessous de ces tractations, de ces négociations. On l'a posé tout à l'heure en direct sur France Info au général Jérôme Pellistrandri, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Je vous propose d'écouter sa réponse. Ça a été une négociation qui est extrêmement complexe, dans laquelle il y avait à la fois la question des otages, Sophie Petronin, et n'oublions pas donc les 2 Italiens, dont le père Luigi Mocalo, qui avait été enlevé d'ailleurs au Niger en 2018, et bien sûr l'enlèvement de Soumaïla Cissé, 70 ans, une personnalité politique de premier plan pour le processus de réconciliation au Mali. Donc on voit bien, négociation complexe pour lequel je pense que beaucoup de choses resteront très discrètes parce que les intérêts sont importants. Il y va de l'avenir du Mali et de sa stabilité politique. Il y a eu rançon, selon vous, au-delà de la libération de dizaines, peut-être 200 djihadistes présumés, même s'ils ne sont pas tous djihadistes? Alors, ce qui est également difficile dans ce type de négociation, c'est que on peut pas parler de rançon en quelque sorte, vous savez, comme dans les films où on va voir la livraison contre-échange d'une valise de billets, mais il faut trouver des intermédiaires, il faut négocier, il faut corrompre, il faut acheter. Cela demande des moyens et parmi les moyens, il y a aussi effectivement l'argent. Donc c'est un processus très long qui doit rester
très discret et dans lequel, eh bien, petit à petit, on progresse pour aboutir donc à cette libération donc spectaculaire de 4 otages, avec la contrepartie d'une 100 à 200 prisonniers djihadistes libérés. Mais il est clair que ces prisonniers maliens qui ont été libérés ne l'ont pas été non plus sans contrepartie de leur part. Donc il va falloir voir comment justement ces prisonniers vont se comporter dans les semaines à venir. Général Pellistrandi, il va falloir les profiler aussi, ces prisonniers, savoir de qui il s'agit vraiment, s'ils sont djihadistes ou pas. Oui, c'est aussi une question qui est complexe parce que le Mali et la région, c'est une grande mosaïque d'ethnies, de tribus, d'allégeances en quelque sorte. Voir, est-ce que les prisonniers qui ont été libérés sont des Maliens, dans quel cas on s'inscrit dans un processus peut-être de réconciliation nationale, ou s'agit-il de Syriens ou de mercenaires venant d'autres pays? Là, c'est beaucoup plus problématique. Donc il est clair que, ne serait-ce que pour la sécurité de l'État malien, les prisonniers qui ont été libérés ont été profilés, et donc il va falloir les suivre, et effectivement, s'ils sont maliens, veiller à les réintégrer dans un processus politique. Et la position de la France, Général Pellistrandi, elle n'est pas un peu compliquée d'assumer cette libération de prisonniers alors qu'elle lutte contre le terrorisme au Sahel? Vous savez, c'est toute la difficulté de l'opération Barkhane, parce qu'il faut à la fois lutter contre les groupes terroristes, en même temps rallier les populations, aider les États à se reconstruire. Donc c'est complexe. C'est difficile, mais c'est absolument indispensable. Et je crois que nos soldats qui sont au quotidien déployés donc, dans la région savent la complexité, mais également l'utilité de cette mission, avec parfois des hauts et des bas. Une chose est sûre, c'est qu'il faut se réjouir de la libération de Sophie Petronin. C'est important, c'était la dernière otage française retenue contre son gré. Et c'est aussi finalement un succès et un soulagement, tant pour sa famille que pour la France. Voilà le général Jérôme Pellistrandi qui était avec nous tout à l'heure, alors que, on l'a vu, Emmanuel Macron a quitté Villacoublay pour revenir sur le contexte et les conséquences de la libération de Sophie Petronin, libération également de Soumaïla Cissé, l'opposant historique malien, Niagalé Bakayoko. Est-ce que ça change la donne pour les militaires français, pour l'opération Barkhane, cette libération, ces libérations? Alors, juste un mot sur la libération de Soumaïla Cissé, qui change beaucoup aussi la donne politique, qui d'ailleurs s'était considérablement modifiée depuis sa prise en otage, puisque un coup d'État est intervenu et que le gouvernement précédent a été renversé. Pour ce qui est effectivement de l'avenir de Barkhane, on ne peut pas nier que cet échange, cette libération d'un aussi grand nombre de prisonniers va poser la question de l'orientation future qui va être donnée non pas seulement à Barkhane, mais plus largement à la politique française. S'agit-il aujourd'hui de s'inscrire dans une démarche plus politique que militaire? C'est sans doute ce dont on a besoin aussi au Sahel. Et on attendait ce matin la prise de parole depuis l'aéroport de Villacoublay du président de la République, Alix Bouyaguet. Emmanuel Macron n'a pas parlé. Pourquoi? Alors, il n'a pas parlé, mais il a tweeté, en fait. Il a tweeté il y a 30 minutes. « Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin. Chère Sophie Petronin, bienvenue chez vous », avec une image de son accueil sur le tarmac de Villacoublay. Donc, ce sera à ce stade-là la seule expression du chef de l'État. Alors, pourquoi n'a-t-il pas parlé? Pourquoi a-t-il changé son fusil d'épaule? Puisqu'il était vraiment prévu dans le communiqué de l'Élysée, effectivement, qu'il s'exprime après l'atterrissage de l'avion. Et le micro était prêt, il était tendu, le micro dressé. était prêt, les journalistes étaient prêts. Alors, est-ce que c'est parce qu'il souhaite laisser Sophie Petronin, sa famille, peut-être s'exprimer ou éventuellement vivre ça de manière plus calme? Est-ce que c'est parce que, justement, il y a ces interrogations sur la manière dont se sont déroulées les négociations, ces négociations qui ont été menées par les autorités maliennes? Alors que Sophie